La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues, à l'heure d'examiner enfin ce projet de loi dans l'hémicycle, on ne pourra sûrement pas lui opposer la maxime qui, trop se hâte, se perd en chemin. Comme il a été rappelé, ce projet de loi a été déposé sur le bureau de notre Assemblée en juillet 2013. Il est heureux qu'il ne se soit effectivement pas perdu dans les limbes de l'Assemblée nationale. Il a été redéposé, ou du gouvernement, ça dépend comment on voit les choses. Il a été redéposé cet été et l'urgence a été déclarée. Je regrette que sur ce texte relativement court, et après une telle attente, nous n'ayons eu que 3 jours pour déposer des amendements. Ce texte était initialement présenté comme le pendant du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique. Il serait néanmoins réducteur de ne le considérer que comme tel, tant certaines de ces dispositions vont bien au-delà de la déontologie des fonctionnaires. Alors qu'à intervalles réguliers, le statut des fonctionnaires est remis en cause par des déclarations souvent faites à leur porte-pièce, sans fondement et bien souvent avec une mauvaise foi assez confondante, il nous incombe de souligner l'importance de leur rôle dans le maintien d'un service public de qualité. Là réside d'ailleurs un paradoxe de notre époque où l'opprobre est jeté sur celles et ceux dont on voudrait voir le rôle ne pas se déliter, notamment en milieu rural, et où le sentiment d'abandon du service public s'exprime le plus. Écoles, gendarmerie, hôpitaux, administration. On ne peut d'ailleurs pas reprocher à ce gouvernement de faire des économies sur ces postes-là. Cela fait évidemment écho par rapport aux questions d'actualité qui ont eu lieu tout à l'heure. Nous estimons donc que ce projet de loi va globalement dans le bon sens. En plus des efforts de déontologie dont nous pourrons s'astreindre de nombreux fonctionnaires, il propose diverses mesures pour améliorer le statut, clarifier leurs obligations et favoriser la titularisation dans le prolongement de la loi Sauvadet, dont on a déjà entendu parler. Il entend également la protection fonctionnelle à tous les agents faisant l'objet de condamnations civiles ou de poursuites pénales en relation avec l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à leurs familles. De grands principes censés régir le statut des fonctionnaires sont également consacrés dans la loi. Ainsi, le principe de laïcité qui s'applique aux fonctionnaires est affirmé, de même que l'objectif de la lutte contre les conflits d'intérêts. Toutes ces mesures sont les bienvenues. Nous abordons quant à nous l'examen de ce projet de loi par 3 biais principaux. La question des lanceurs d'alerte, la question des conflits d'intérêts et de la déontologie, et la question du statut des fonctionnaires et des procédures disciplinaires. Commençons d'abord par quelque chose qui nous différenciera d'un certain nombre de groupes, et sans doute du gouvernement. Il s'agit des lanceurs d'alerte. Cette question préoccupe plusieurs collègues de mon groupe, comme notamment Jean-Louis Omégas, sur les lanceurs d'alerte santé-environnement, ou Éric Alauzet sur la question de la fraude fiscale. Ce projet de loi crée un statut de lanceur d'alerte pour les fonctionnaires qui auraient connaissance d'un conflit d'intérêts. Il existe plusieurs statuts de lanceurs d'alerte, ce qui paraît logique. Alerter de l'existence d'un risque environnemental n'est pas la même chose qu'avoir connaissance d'une infraction pénale. Toutefois, les différences entre ces statuts devraient être clarifiées à notre sens. Il est nécessaire d'apporter plus de cohérence, car une véritable insécurité juridique est créée. C'est ce que nous avons proposé en commission et que nous proposerons de nouveau en séance. Nous craignons fort de ne pas être entendus sur ce point qui est pourtant crucial. Sur ce nouveau statut de lanceur d'alerte, nous avons hésité à déposer un amendement de suppression de l'article 3, tant il concentre tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de statut de lanceur d'alerte. De nombreuses incohérences existent dans ce texte. Rien n'est en effet prévu pour protéger la révélation de faits à la commission de déontologie de la fonction publique, qui, contrairement à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ne peut être considérée comme une autorité administrative. De même, rien ne permet la révélation de l'alerte à une association agréée de lutte contre la corruption, comme le prévoit l'article 25 de la loi sur la transparence de la vie publique, qui porte lui aussi sur les lanceurs d'alerte sur les conflits d'intérêts. Par ailleurs, rien ne justifie qu'un fonctionnaire puisse être sanctionné pour avoir témoigné de bonne foi de faits susceptibles d'être qualifiés conflits d'intérêts sous prétexte qu'il aurait appris ces faits en dehors de l'exercice de ses fonctions. Cette précision affaiblit
grandement l'intérêt de ce nouveau statut, car elle ne prend pas en compte que les révélations d'un conflit d'intérêts n'est pas toujours faite dans l'exercice des fonctions. Un autre exemple des manquements de ce projet de loi à la protection des lanceurs d'alerte consiste en la limitation de la protection au seul cas où le fonctionnaire aurait alerté d'abord en vain sa hiérarchie. Il s'agit là, à notre sens, d'une limitation grave à l'article 40 du Code de procédure pénale. Sous prétexte de protéger des lanceurs d'alerte, on permet au contraire d'enterrer les affaires. Cette obligation d'alerter en premier lieu le supérieur hiérarchique est d'ailleurs absente de la plupart des statuts de lanceurs d'alerte prévus dans la loi Le Port de 1983. Enfin, toujours sur ce sujet des lanceurs d'alerte qui nous inquiètent, il est à notre sens contre-productif de créer un nouveau délit qui constituera une exception au délit de dénonciation calomnieuse. Contrairement au délit de dénonciation calomnieuse, ce nouveau délit introduit par cet article 3 prend en compte des éléments comme la mauvaise foi ou l'intention de nuire qui sont contestables et difficilement prouvables. Seule la connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits doit être l'élément à l'origine de la poursuite de la dénonciation calomnieuse. Après ce long aparté sur la question des lanceurs d'alerte, je souhaite aborder notre deuxième point concernant la question du meilleur partage des tâches entre la commission de déontologie de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, entre la commission de déontologie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Certains fonctionnaires devront envoyer une déclaration d'intérêt à l'une et une déclaration de patrimoine à l'autre. Cela nous semble assez incohérent. Plusieurs amendements ont été adoptés à l'initiative de notre rapporteur sur le sujet. Nous devons, à notre sens, toutefois aller plus loin dans la coopération de ces deux institutions. Ainsi, nous proposerons qu'à la déclaration de situation patrimoniale soit systématiquement jointe la déclaration d'intérêt. La déclaration d'intérêt est en effet indispensable pour juger la pertinence de l'évolution du patrimoine. Il ne s'agit pas de faire de la haute autorité l'autorité compétente en matière de déontologie des fonctionnaires, mais de lui donner les éléments indispensables pour juger de la pertinence d'une déclaration de situation patrimoniale. Le sentiment général des fonctionnaires et les procédures disciplinaires constituent le troisième sujet d'importance sur lequel nous nous attarderons. Ainsi, en liaison avec les syndicats, nous vous proposerons des amendements portant sur la gestion des conflits disciplinaires. Nous proposerons notamment de créer un droit à l'expression directe et collectif, facteur très efficace de prévention de la souffrance au travail et d'amélioration de ses conditions. Nous porterons par ailleurs une solution visant à permettre le don de congés payés aux salariés et aux fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade. En effet, si la loi du 9 mai 2014 permet ce don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, cette disposition n'est applicable que s'il s'agit d'un enfant de moins de 20 ans. Des cas de fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade ont été rapportés, auxquels la loi n'apporte pour l'instant pas de réponse. Voici exposées, mes chers collègues, Madame la Ministre, les raisons qui nous poussent à voir dans ce projet de loi un certain nombre d'avancées non négligeables au statut des fonctionnaires qu'il serait dommage de ne pas acter. Néanmoins, nous demeurons inquiets sur d'autres points, et plus particulièrement sur le sujet des lanceurs d'alerte qui nous tient très à cœur. C'est donc à l'aune des discussions et ouvertures obtenues en séance que nous pourrons voir si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Je vous remercie. Merci. La parole est à Gérard Charras